Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisque il y a Thomas et moi-même. C'est un épisode spécial qu'on va vous proposer, parce que la semaine dernière, Thomas et moi, on s'est retrouvés, lui qui venait de Montréal, moi qui venais de Montpellier, on dirait une chanson romantique un peu. On s'est retrouvés à San Francisco pour une conférence qui s'appelle l'AI Engineer World Fair. Et ce qu'on voulait faire, c'était un peu vous débriefer, vous partager nos ressentis, les informations qu'on a pu glaner ça et là lors de ces 3 jours de conférence. Voilà, donc c'est parti. Écoute, bonjour Thomas. Salut Pierre, bon ça va faire bizarre qu'on soit uniquement deux pour cet échange. Écoute, c'est comme ça. Voilà, On n'a pas d'interviewé, mais invité mystère. Non, non, pour une fois, on est tous les deux. C'était très cool de se retrouver tous les deux la semaine dernière à San Francisco. Je crois que pour toi, c'était une première d'ailleurs. pour moi c'était une première, c'était même très loin déjà de Montréal, c'est quoi 5 heures, 4 Ouais. heures, 5 heures de vol, 3 heures de décalage. Tu te rends compte de la grandeur de l'Amérique du Nord, c'est à elle toute seule une Europe. Et, euh, et ouais, c'était vraiment intéressant, donc on s'est rejoint, moi je suis arrivé le lundi soir, toi tu étais déjà là un jour auparavant, tu as pu faire déjà quelques rencontres, voir quelques petites choses, non? Ouais. Moi, j'en ai profité. Il y a toujours des. De toute façon, là-bas, en fait, tu peux aller à un meet-up sur l'IA tous les soirs, tous les jours, si le cœur t'en dit. Donc, il y avait un meet-up qui était organisé par une boîte qui s'appelle DataStax en amont du forum, de la conférence, et qui présentait aussi leurs solutions. Et qui était ensuite en sponsor dans la conférence. D'ailleurs, justement, cette conférence, les AI Engineering World Fair, c'était quoi la promesse? En vrai, moi, je connaissais même pas la promesse quand je suis arrivé, mais après, le là a très vite été donné, c'est pour des software engineers en réalité. Donc moi, je suis arrivé avec ma casquette de data scientist, de machine learning engineer. Je m'attendais à avoir de l'AI de ce point de vue-là, donc des modèles, comment on gère ces modèles-là, comment on les applique. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler un peu plus en détail plus tard, mais c'était vraiment pour des gens qui faisaient du code, du software engineering de façon générale. Et en fait, je trouve que San Francisco s'y prête très bien. Je voulais juste rajouter un petit détail, mais quand je suis arrivé le lundi soir, je suis arrivé autour de minuit à San Francisco. Première fois que je rentre dans une Tesla, mais les pubs dans la rue, ce n'est que autour du software engineering et de Les la pubs tech. en C'est-à-dire revenant, que, en revenant de l'aéroport, elles sont incroyables. ouais, premier billboard, énorme panneau rose, vous avez besoin de GPU, contactez-nous, avec un lien. C'était ça tout le temps, partout. C'était Ouais. Notion, c'était vous voulez déployer le vendredi en toute sécurité? Appelez-nous. C'était fou, ça se voit J'en nulle ai part même vu ailleurs. un, il n'y avait aucun message publicitaire, il y avait juste marqué, c'était pour une boîte de sécu, git push, whatever, je sais pas quoi, juste une ligne de commande en fait. Le Et truc. tout le monde comprend. Et tout le monde comprend, j'imagine. Donc c'est ça qui est fou, c'est la folie, je pense, de San Francisco à ce niveau-là. Mais ouais, toi, t'en as compris quoi de cet événement? Tu savais qu'on y allait pour du software engineering? Ouais, ouais, parce que aujourd'hui, depuis que ces IA Gen, LLM, NLP, ChatGPT, etc., depuis que l'IA finalement n'est plus simplement réduite à du machine learning, du deep learning, mais aussi tous ces nouveaux types d'algorithmes, est en train de naître aujourd'hui une interconnexion avec le domaine du software engineering traditionnel, qui fait que ça devient omniprésent. Et d'ailleurs, bon, c'est assez marrant, mais enfin, il n'y avait pas un software engineer là-bas qui développait pas avec un copilote, un curseur, un assistant, etc. C'est-à-dire que le métier même de software engineer est en train de changer en fait. Comme si, enfin, moi c'est ce que j'en ai vu, c'est ce que j'en ai retenu. Donc là, Tu as l'idée, raison. c'était effectivement de brosser un tableau euh, 360 de toutes les modes, tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles solutions, l'état de l'art de l'AI engineering, c'est-à-dire des gens qui déploient, qui mettent en œuvre, qui mettent en prod des outils de LLM, d'IA générative, de RAG, de chatbot, etc., etc. Euh, Ouais, t'as voilà, raison. c'est T'as ce que je. raison, et c'est vraiment un point que j'ai peut-être omis, et peut-être je suis biaisé par mon rôle dans une entreprise, mais effectivement, il y a quelques personnes qui mentionnent le fait qu'aujourd'hui, le rôle de, je parle toujours du côté data science, mais l'univers AI, data au sens large, c'est interagir avec des API.
Et Ouais, en fait, là, ça prenait tout son sens. Moi, c'est ouais. vrai que j'ai l'habitude de lire des papiers, d'essayer de comprendre comment les choses, elles fonctionnent. Là, l'objectif, c'est pas ça, c'est comment on l'utilise et comment on arrive à alors créer de la valeur, entre guillemets, avec ces nouveaux outils. Ouais, Et c'est vrai que c'était en être complètement différent. consommateur finalement, et comment optimiser ses appels, comment, appeler les bons LLM, les bons services, la bonne façon de les appeler, les évaluer, les tester, et puis après, tout un tas de, paradigmes, assez importants, on va en parler là tout à l'heure, mais, voilà, de RAG, de multimodalité, de LLMOps, de code gen, d'agents. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues beaucoup. Ouais, non, tu as raison. Bah, juste pour donner un peu plus de contexte, donc c'était 3 jours de conférences, dont un jour principalement sur des workshops. On va revenir dessus un peu Ouais, plus le tard, premier jour. j'imagine. Ouais. Et après, on avait plusieurs chemins, plusieurs tracks possibles. Tu les as mentionnés plus ou moins. C'est la multimodalité avec des conférences sur cet univers-là, les RAD, les frameworks pour les LLM, l'évaluation et le LLMOps, donc tout ce qui est un peu plus associé au testing, Très, très, les très, modèles. très gros sujet, d'ailleurs. Oui, mais Très, oui. très gros sujet et toujours complètement ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des grosses questions. Comment évaluer la qualité, comment tester, des choses qui sont non déterministes. C'est des vastes sujets, hein. Et on reste encore un peu sur notre fin, sûrement sur ce sujet-là, mais on revient après. Le CodeGen et les DevTools, donc c'était principalement CureSource et GitHub Copilot, bien évidemment. Ouais. Euh, on a eu toute une section de GPU et d'inférence, mais je me rappelle, tu te rappelles cette personne qui avait un GPU sur son ordinateur portable et qui se trimballait partout Ah ouais, dans la il a été conférence? installé sur un manche debout, dans le C'était lobby, et fou. il avait apporté son GPU, sa carte mère, son GPU, son ordi, une petite alim. Et le gars, il était là à coder sur son GPU sur un coin de table entre deux tacos qui étaient offerts le midi, quoi. C'était tellement fou. C'était magique, ouais. Ouais. Après, on avait toute une section sur les agents, bien sûr, ça c'est un énorme sujet sur les Ouais. LLM. Le AI leadership, donc plus associé au management. Et pour finir, AI in the Fortune 500. C'est en français que je dis, mais les grosses entreprises américaines, on ne gère pas l'intelligence artificielle dans une grande entreprise, dans une grande organisation, comme dans une start-up. Ouais. Donc ça, c'était les grands sujets. Ouais. Euh, Je Est-ce que pense ça qu'ils serait pas le mettront les moment? vidéos en ligne, ils les ont pas encore mises, Pas toutes? puisque celles de Ouais. l'année dernière, elles sont disponibles. Donc je pense qu'ils vont mettre les vidéos. Il y a quelques slides aussi. Qu'est-ce qui a retenu notre attention alors du coup? Franchement, il y a beaucoup de choses. Par contre, on pourrait commencer. Moi, j'ai envie qu'on commence directement dans le dur avec la présentation peut-être de Discord, en fait, qui nous a tout de suite fait écho à tous les deux. Euh, je sais pas si tu veux donner un peu plus de détails, Ouais, mais bon, bah, Discord, c'était dans ouais. la Trax, je crois, AI Leadership, il me semble, puisqu'en fait, c'était, je sais plus si c'était le CTO ou un Head of Data AI de chez Discord qui expliquait euh, toute la mise en place de leur projet de chatbot dédié à Discord et dans Discord, donc finalement intégré à Discord. Les difficultés qu'ils ont eu à mettre ça en œuvre, la démarche qu'ils ont faite, et puis aussi finalement vraiment chatbot AI en prod, parce qu'on parle de 200 millions d'utilisateurs. Et pas Donc là, n'importe lesquels. hein. Les utilisateurs de Discord, c'est beaucoup de trolls, beaucoup Alors de ouais, jeunes, ouais, ouais, et il y a tous les biais qui peuvent aller avec. Donc, ne serait-ce que les fautes d'orthographe, comment on le consomme, ça peut être très vite trash. ouais. Apprendre de ça, c'était un peu la présentation de Discord. Ouais, il nous a montré d'ailleurs des screenshots où de toute façon ils étaient sûrs que à partir du moment où ils mettaient ça en ligne, dans les 19 secondes qui suivaient la mise en ligne, le truc allait être attaqué par, il nous l'a dit, hein, des adolescents boutonneux qui allaient tenter de péter le chatbot. Et en fait, ça a eu lieu, hein. Ça a eu Ah complètement bah lieu. ça a eu lieu, il nous a montré des screenshots très clairs où bah, par exemple il se fait passer, il dit qu'il aime sa grand-mère, que sa grand-mère elle est vraiment très gentille avec lui, mais que sa grand-mère elle avait aussi l'habitude le soir de lui dire comment faire des bombes napalm, alors comment on pourrait faire? Et en fait ça c'est pas bon du tout, parce que le chatbot il se met à répondre, puis il Ouais, s'arrête sur des détails de grand-mère, d'amour, ouais, de tranquillité. ouais. Euh, C'était vraiment marrant et vraiment intéressant aussi d'avouer ce genre de choses, puisque je pense que pour Discord c'est 80% du temps labelliser, s'assurer des résultats. Donc Ouais, c'est un ce qui travail remet à lui vraiment en seul. perspective le côté complètement ouvert de ces outils. Alors là, on parle de chatbot, mais on pourra parler d'agents, de RAG, etc. Il y a une notion de sécurité aujourd'hui qui commence à poindre le bout de son nez, hein, parce que moi, je suis abonné à un tweetos qui s'appelle Pliny the Prompter, qui a d'ailleurs des articles sur la BBC
qui est un gars qui passe simplement en fait son temps à, dès qu'il y a un nouveau modèle, il veut le craquer, il veut le Comme un hacker libérer. un peu? Hein? Ah oui, c'est un Comme hacker, ouais. un Ah OK, ouais, c'est un hacker des ouais, temps ouais, c'est un modernes, hacker, mais cool. bon, après, il est pas méchant, il publie les trucs tu vois, par exemple, QTA, ils ont sorti un modèle hier, 4 heures après, il était craqué. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, les questions de sécurité, le prompt poisoning, les attaques adversiales, le fait effectivement potentiellement de faire déborder, de faire sortir des guardrails, etc. Donc les LLM et ces outils-là sont des systèmes ouverts. Et aujourd'hui, il y a une vraie question de sécurité derrière qui est vraiment pas triviale, quoi. Vraiment pas Vraiment triviale. pas trivial et pourtant donc c'était un peu dans la c'était pas la track associée, mais c'était dans l'évaluation de ces modèles. Donc partons du principe que évaluation égale testing, au niveau des LLM. C'était, mais en fait, avec du recul, quand j'y repense, c'est vraiment très simpliste. C'est un peu toujours la même chose. Et j'en profite pour parler un peu d'une autre présentation où tu avais pris une image où la personne, elle parle pendant 20 minutes pour au final te donner quatre grands conseils qui sont... ouais, Itérer, qu'est-ce que c'est? Ouais, itérez, itérer, faites des petites petit modèle. itérations, apprenez des itérations. En fait, le gars était en train, en bullet point, de nous expliquer le manifeste agile ou le lean programming. Donc c'était assez marrant parce que c'était un peu de la palissade, en fait, quoi. C'est page 1 du bonne gestion de projet ou comment gérer un projet innovant, quoi. Ouais, donc c'est vrai que peut-être pour un software engineer qui n'a pas l'habitude de travailler avec ce qui me paraît étonnant avec ça, bah, ça peut l'intéresser ou peut-être le rassurer, mais en vrai, c'est toujours le même problème. Quand aujourd'hui on fait, enfin, quand il y a 5 ans on faisait du machine learning, c'était la même chose. Quand on faisait du software, j'imagine, il y a 10 ou 15 ans, c'était la même chose. Avec ce truc, et il y a un objectif clair. Bah, ça me paraît évident qu'on avance avec un objectif clair. Donc c'était un peu ce qui en est sorti avec Discord, mais avec des éléments vraiment clés et clairs. Voilà notre problème, voilà notre exemple concret, voilà comment on peut avancer dans ce tumulte un peu. C'était un tumulte. Ouais, les success stories qu'on a vus et auxquels on a assisté, les retours d'expérience, etc., ce qu'on a vu, c'est des leaders tech qui n'ont pas oublié les best practices de l'architecture logicielle, de la gestion de projet, de l'idéation, de l'évaluation du use case, et qui ont vraiment envisagé avec rigueur et avec recul et hauteur et méthodologie ces nouveaux outils qui sont les GenAI, les LLM, et les ont regardés en est-ce que ça va apporter de la valeur? Quelle est la valeur perçue? Comment ça va s'intégrer dans notre SI? Comment on met en place? Comment on accompagne les gens dans le changement et dans l'adoption de cet outil? A-t-on besoin finalement d'IA aujourd'hui? Etc., etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui une telle frénésie généralisée que tout le monde a envie de courir le plus vite possible sur ce tapis qui roule déjà très vite et qu'il faut faire attention à cet écueil de ne pas oublier les bonnes pratiques, de ne pas oublier que finalement l'ingénierie logicielle ne va pas changer drastiquement avec ces outils, mais on a toujours besoin de garder les bonnes pratiques dont bah voilà, l'agilité, le lean, ça existera toujours. Bâtir des solutions qui sont des solutions pour des réels problèmes, ça existe toujours. C'est-à-dire qu'en fait, combien de solutions ont été développées en fait, qui ne répondent à aucun problème et qui sont Tu du me coup parles pas de, ouais. utilisées. Tu vois, Tu me parles de la conférence ou de façon générale? d'une manière Ouais, les générale, deux. mais à la Les conférence, deux. on en a vu aussi, hein. Ouais, non, et tu as complètement raison. Et en fait, les plus pertinents, c'est ceux qui utilisaient leur expérience passée, pas spécialement Gen AI ou en AI au sens très large, et qui le réappliquent aujourd'hui. Donc, c'est pas uniquement de l'excitation de faire du code pour du code ou essayer toutes les nouveautés. C'est on a appris des choses par le passé, on s'est très certainement cassé les dents. Bah, ces apprentissages, on va s'en servir aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est un peu moins celle-ci. Là, on prend l'exemple de Discord, parce que c'était un chatbot, et on a souvent eu des exemples de RAG. Je pense qu'on va en Ouais, parler juste après. ouais. Le RAG, bah, c'est des choses en vrai qu'on peut contrôler. Parce que ça fait 5-6 ans qu'on essaie de faire des chatbots avec des outils différents. Aujourd'hui, les LLM sont super pertinents. Bah, ça fait 5-6 ans qu'on apprend des choses. Comment on va plus vite, comment on itère plus vite avec plus de sécurité. Et on peut déployer quelque chose qui a du sens pour nos utilisateurs.
Moi, la partie chatbot, ça m'a fatigué parce que j'en ai marre de voir des chatbots, hein, pour être Ouais, honnête pareil. avec toi. Que ça soit des chatbots qui parlent pas, à qui tu parles pas, en texte, en voix, en vidéo. Enfin, j'ai un peu une chatbot lassitude en ce moment. Euh, et en plus, j'ai quand même, j'ai quand même un peu l'impression, c'est toi qui me disais qu'il y avait McDonald's qui avait retiré, c'est ça, hein, qui avait retiré son chatbot parce que derrière le LLM, il y avait quelque chose qui faisait que tu pouvais commander potentiellement 1000 nuggets, quoi. C'est ça, c'était ce point et en vrai, on va pas casser, du sucre sur la présentation qu'on a eue. C'était l'outil DeepGram qui était très intéressant. En l'occurrence, c'était l'utilisation du Qui est une super voice. librairie, hein, par ailleurs, C'est une DeepGram, super hein, pour librairie, ouais. Ouais, ouais. le text-to-speech, speech-to-text, diarisation, etc. C'est un outil top. Bah, c'était du voice to text, du speech to text, et l'objectif dont il nous faisait une présentation où, il y avait une personne qui allait commander, dans un je sais pas Un comment dire, drive-in, quoi, ouais, finalement. un drive-thru, Ouais. imaginaire. Donc sur le papier, ça fonctionnait très bien. Ce qui était intéressant, c'était le code qu'il y avait derrière. Mais effectivement, juste pour revenir sur le point McDo, bah, on a cette présentation et le soir même, McDo dit mettre fin à cette solution puisqu'ils se rendent compte que il y a des incompréhensions. On peut commander 1000 nuggets, on peut mettre du beurre sur les sundaes. Donc des erreurs qui permettent pas de... Alors là, on va utiliser le terme remplacer l'humain, mais certes, il y a besoin plutôt un énorme contrôle de l'humain qui doit checker toute la commande finalement pour pas faire d'erreur. Donc c'était assez marrant. Ce qui était intéressant, c'était ce qu'on voyait derrière. C'était beaucoup de chat GPT, essayer de récupérer les informations vraiment pertinentes. Moi, je ne sais pas si tu as vu des choses supplémentaires sur ces sujets-là, mais ce n'était pas non plus le sujet le plus important Ce dont je d'après. m'aperçois, c'est que euh, sur le papier, si tu regardes ces solutions, qu'il y a une fausse impression, et j'appuie sur le côté fausse impression, que tu peux déployer ce type de solution, que ce soit RAG, que ce soit agent, que ce soit chatbot, en une après-midi, un vendredi, et le mettre en prod, et le Ouais, lundi ça tourne, etc. etc. complètement. Une impression qui est d'ailleurs renforcée avec tous les frameworks aujourd'hui, no code, que tu vois, et qui renforce cette idée de facilité, de fausse facilité. Alors oui, on peut faire un POC en une après-midi qui va tenir avec deux, trois appels, etc. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup ensuite de projets qui sont mis en ligne, qui sont mis en prod, parce que typiquement le truc de McDo, c'est des effets de bord qui auraient pu être adressés et qui auraient dû être adressés bien avant, en amont, dans la phase de création du projet. Donc on a un peu l'impression que pour passer du POC à la production, on peut aller à la même vitesse, mais en fait non. En production, tu as t'as des contraintes qui sont gigantesques. Donc c'est un vrai biais qu'on a de se dire ces librairies nous simplifient la vie, on va mettre en ligne un chatbot voice to voice qui va marcher et qui va pouvoir prendre nos commandes et ça va être super sexy, etc. Et en fait, non. Et en fait, non. Souvent non, et en plus pour cet exemple, bah, sans faire de la gestion de projet, si tu décomposes le problème, rien que la voix en tant que telle, c'est un sujet monstrueux. C'est-à-dire que personne n'a le même accent, personne ne parle à la même vitesse, personne ne parle à la même distance du micro. Il y a le vent qui va impacter ce genre de résultats. Donc, plus que jamais, ça me permet aussi de rebondir sur ce point, quand les gens pensent qu'on peut perdre notre job ou ce genre de choses, plus que jamais, on a besoin de tester. C'est-à-dire que Ouais. la mise en production, c'est une chose, évaluer et tester en permanence ce qui se passe derrière pour s'assurer des résultats, bah ça, il faut peut-être 2 ou 3 fois plus de contrôle que du software engineering en tant que tel. Je Ouais. parle pas du machine learning, software engineering qui est beaucoup plus statique, désolé du terme, si c'est mal dit, statique, où l'AI Et est beaucoup ensuite, plus dynamique. on a vu les RAG, beaucoup. Et on a vu les RAG, et on a encore vu les RAG, et ça se voit que c'est un projet qui fonctionne, c'est un projet qui fait mouche auprès des organisations, en fait, puisque Ouais. j'ai l'impression que tout le monde fait des RAG, et ça vient combattre justement ce manque de déterminisme associé au LLM et à l'AI de façon générale. Ouais. Euh, et ça nous permet aussi peut-être de présenter un peu Neo4j, Ouais. enfin, Neo4j. Neo4j, pour donner un S'il peu le fallait encore contexte, c'est le une... présenter, parce que c'est un vieil acteur, hein. Ouais, ah, bon, moi, je Assez. connais depuis 5 ans, mais c'est un graph database, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une représentation relationnelle comme on peut avoir sur Snowflake ou sur n'importe quelle autre base de données SQL, euh, ici c'est sous forme de graph, sous forme de vecteur, comme on peut voir
en terminal, en Des terminale. nœuds, des sommets, des nœuds, des arêtes, des relations entre les entités, etc., quoi. Et ça a beaucoup de sens puisque aujourd'hui ils ont un peu changé leur vision en disant: «Bah, ça sert principalement à faire de l'analytique et comment on va utiliser la puissance des LLM avec ce qu'ils appellent les graph RAG». Mmh. Et avec le recul, c'est hyper pertinent puisque, les c'est de l'embedding. C'est-à-dire que les vecteurs de base, c'est de l'embedding. Tu transformes enfin, n'importe quoi en float et eux, ils en font une représentation et en fait, dans des cas d'usage d'entreprise, tu peux faire des interconnexions très facilement. Ils ont déjà leur modèle de machine learning, de clustering Ouais. et en fait, ça te permet de limite mieux comprendre tes données. C'est beaucoup plus visuel. Mmh. Aujourd'hui, je pense que moi, je sais pas pour toi, Pierre, ce que tu as rencontré juste à présent, mais presque tout le monde a mis en place sa stratégie pour transformer ses data warehouse, par la vente data lake, data lending, tout ce genre de choses. On Mmh. commence à avoir des données claires, mais comment on interagit entre toutes ces données, bah, c'est un travail qui est monstrueux. C'est-à-dire que moi, en tant que data scientist, je vais connaître par exemple une ou deux tables que je connais. Mais comment je vais aller chercher ce petit truc supplémentaire, peut-être en faisant une jointure sur une autre table, puisqu'on aurait une connexion possible. Bah moi, avec Neo4j, ouais, j'ai trouvé un grand intérêt et ça lui donne peut-être un second souffle. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, l'hybridation finalement entre les recherches sémantiques Ouais, dans les embeddings, les vecteurs, donc du coup assez flat et ressortir des citations, des infos, ensuite augmentées par les LLM et rajouter derrière une grille de lecture de type graph avec une base de données graph. Je trouve que c'est assez séduisant et assez intéressant à la fois d'un point de vue purement informationnel, cognitif pour la mise en forme de l'information, mais aussi d'un point de vue UI, UX, visuel, représentation, qui peut être super. Ils ont eu un gros succès hein, d'ailleurs. Bon, ils étaient sponsors, mais ils ont eu pas mal de visibilité ouais, il y a eu de euh, l'engouement. avec cette nouvelle connexion outil qui s'appelle GraphRag. C'est ça hein, qu'on a vu. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, tu vas. Bah, c'est comme quand tu utilises ChatGPT ou quoi que ce soit, tu vas voir ton texte. Ça, derrière, ça va être tokenisé, ça va se transformer en valeur numérique. Toi, tu sais pas les interactions possibles. Et ensuite, si par exemple tu fais un RAG, tu vas avoir une réponse qui est cohérente. Souvent, tu peux demander qu'on t'affiche les documents, mais en fait, Neo4j va un peu en permanence faire ce distinguo et cette connexion entre l'embedding qui est non utilisable pour un humain. Un humain, personne ne comprend de l'embedding, et sa représentation sous forme de PDF, sous forme de texte et ce genre de choses. Donc ça rend la chose vraiment beaucoup plus visuelle et Ouais, clairement. interactive. Et ça, c'était vraiment intéressant. On a vu Euh, aussi, moi j'ai eu l'impression que tout le monde avait sa solution de RAG. Il y avait ouais, ça c'était fou. MongoDB qui avait du RAG, DataStax avait du RAG, Microsoft, Google avait du RAG, LangChain avait du RAG. Tout le monde avait sa solution RAG avec sa solution centrale, mais tout le monde avait développé un use case, une démo ou un outil spécifique, etc. Tu as vraiment l'impression que c'est ben, d'ailleurs, j'ai entendu parler de sociétés qui étaient des pure players et uniquement de sociétés de services qui ne faisaient que de la mise en place de RAG. Ils ne font que du RAG. Leur service, c'est RAG. Donc ça pourrait être une RAG compagnie, tu fais que du RAG. Tu mets en place des RAG chez des clients. Voilà, et du coup, ça se commoditise. Mais est-ce que finalement, c'est pas une sorte de fine-tuning beaucoup plus facile d'utilisation pour des personnes qui seraient moins experts dans la modélisation, tu vois, mathématiques au sens large? Bah, tu mets ton Ouais, texte, qui te paraît cohérent dans ton organisation, ouais. et bah, bien sûr, c'est pas du fine-tuning, hein, encore une fois, je fais le distinguo, Mm, mais c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc, je mm. comprends en fait tout l'engouement qu'il peut y avoir, mettre autant d'énergie là-dedans. euh, Bah, j'espère qu'on va pas s'arrêter là en fait. C'est pas vraiment une évolution en tant que telle. Bah, ouais, ouais, moi j'aime bien le RAG, mais enfin, j'ai quand même toujours l'impression que c'est un moteur de recherche qui est un peu amélioré. Je suis désolé, hein, Ouais, pour ton use case. Tout ouais, à fait. c'est un peu méchant, hein, mais et du coup, Non, t'as la raison. valeur perçue, tu vois, du LLM, de l'IA Gen, etc. derrière, me fait dire que j'ai l'impression qu'on a pris ce use case parce que quand même, grosso modo, 99,9% des moteurs de recherche actuellement sur notre planète sont pourris, sont assez pourris quand même. Puis qu'il y a L'interface, trop je veux d'infos dire, aussi. excuse-moi, recherche sur Gmail, recherche sur Outlook, recherche dans tes fichiers de ton Finder Mac, recherche sur Google, recherche partout, d'une manière générale,
c'est galère de trouver de l'information. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. Il y a pas un moteur de recherche qui est pas complètement pété, quoi. Ah, bah, moi, c'est un peu mon avis, quoi. Donc je me dis, ils mettent une couche de LLM pour avoir du langage nat autour, une pré-génération, un petit peu de génération et tout, et puis une citation, un petit bloc de citation, et puis on met une couche de IA dessus. C'est super sexy, c'est vendeur, et tout le monde le veut. Voilà. Tu as tout à fait raison. Et en fait, ça nous permet d'arriver sur le point d'après. On a une présentation sur une librairie qui permet d'organiser ces résultats. Parce que aussi, l'un des problèmes du RAG, c'est qu'on fait rentrer des données, mais on veut en ressortir un output, un résultat qui ait du sens et qui soit lisible en tant qu'humain. Euh, donc, on a vu aussi une présentation de la part enfin, de Outlines, de .txt, Ouais, de Rémi Cocorico. Louf. Je te laisse le présenter peut-être, Ouais, Pierre. Rémi Louf, qu'on salue, qui a fait une belle démo et un talk, donc du coup, qui est à la tête d'une boîte qui s'appelle .txt. Et ils ont une librairie qui s'appelle Outlines, euh, qui est une librairie. C'est toujours un peu complexe à expliquer pour éviter de casser les oreilles des ultra spécialistes et experts, et quand même de faire comprendre aux kidam. Mais ça permet finalement de manière assez pratique de mettre en forme et de structurer l'output, donc la sortie des LLM. Et ça à un niveau plus ou moins élevé dans le LLM, c'est-à-dire jusqu'au au filtrage de certains tokens, jusqu'à la mise en forme de l'output avec des expressions régulières et des choses comme ça. Donc, et ça fait partie d'un troisième grand volet d'outils et de classes d'outils intéressantes qui est l'extraction d'informations structurées grâce au LLM et aux IA Gen, et qui, moi, selon moi, alors c'est peut-être un biais, hein, j'aime beaucoup ça, mais je trouve est souvent un peu sous-estimé au profit de RAG, d'agents et de chatbots. Non, tu as tout à fait raison, et c'est peut-être aussi une façon de faire du testing, puisque si tu n'es jamais sûr de tes outputs, de tes résultats, c'est un travail à lui tout seul Ouais, d'avoir une compréhension de ces résultats. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, surtout le talk en l'occurrence, ça venait d'une personne qui avait vraiment ces notions de mathématiques et de statistiques, ouais, et ça se sentait tout de suite dans la présentation, c'est-à-dire ouais, que clairement. il savait les limites de ces outils, et la limite c'était le non-contrôle des résultats de façon générale. On ne sait pas, on ne peut pas déterminer à l'avance, même si la température de votre modèle elle est à 0 ou à 1, ça dépend de la façon de voir les choses. Si il n'y en a pas, toujours est-il qu'il peut y avoir du changement. Et partant du principe qu'en plus de ça, on n'a pas de contrôle sur les modèles. Si demain le modèle est amené à changer et qu'on n'a aucune information dessus, bah, tout ce qu'on a pu envoyer en production, en test ou ce genre de choses, bah, ça peut partir à la poubelle. Ouais. Ouais, d'ailleurs, en fait, c'est à préciser que Outlines, tu peux travailler avec les modèles boîte noire hébergés OpenAI ou autre, mais c'est quand même plutôt destiné aux modèles open source dispo notamment sur Hugging Face, etc., pour avoir plus de contrôle. Et il y avait un truc que j'avais bien aimé aussi avec Outline, c'était la possibilité de générer aussi des données. Donc le côté génération, et ça je pense que ça va être quelque chose de super intéressant dans le futur, la génération de données synthétiques, justement pour pouvoir par la suite réentraîner, fine-tuner, tester les modèles avec de la data qui aurait été elle-même générée par d'autres LLM. Ouais, t'as raison, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, surtout qu'on va avoir du pain sur la planche aussi avec les agents. Les Ah agents, ouais, alors c'était là, aussi un autre point moi très chaud. c'est un des points qui me fait peur. Ça me fait peur. Ah C'est ouais, pourquoi non, ça me fait peur, parce qu'en fait, on rajoute un côté. Donc, est-ce qu'on peut essayer de définir ce qu'est un j'ai agent? l'impression que des fois, il y a des jours je me lève, j'ai l'impression de comprendre, d'autres jours je comprends pas. Un agent, ça serait euh, un échange. Là, Donc, j'avoue, j'ai pas grosso préparé. Ça modo, serait en un fait, échange logique il entre y a deux choses. une Ouais. mémoire, une capacité d'action, une prise de décision. Donc, c'est un agent autonome, c'est une entité abstraite qui aujourd'hui, maintenant, est représentée finalement par un appel à un LLM. Et en fait, au lieu d'avoir dans un programme procédural des if, des else, des case, des switch, etc., et vraiment des choses qui sont déterministes, très claires, noires, blanches, c'est A ou c'est B, là, derrière, les choix qui vont être faits, les actions et aussi les mémoires de ces agents qui vont prendre des décisions,
vont être des choix qui vont être, entre guillemets, hein, réfléchis, quelque part, avec une capacité de décision, avec des possibilités de demander à d'autres agents, à avoir des agents qui vont être spécialisés sur telle typologie de tâches, etc. Donc moi, je trouve le concept théorique ultra, ultra séduisant. Par contre, en fait, je demande le use case. Je- 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 et je Ouais, je demande à suis voir d'accord. quelqu'un qui mette ça en production. Non, je suis complètement d'accord. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a deux, je ne veux pas dire deux agents, mais deux utilisateurs, avec un qui mène une action et une autre personne qui est une autre chose qui est capable de lui dire, ouais, je suis plus ou moins d'accord, ou je changerai un peu ça. Et en fait, il y a une sorte de ping-pong permanent Ouais. qui te permet d'avoir des résultats, comme tu l'as dit, pas A, pas B, mais différents. Bah, nous, on a vu le Crew AI. Moi, j'ai vu le Crew AI en Ouais. l'occurrence, donc qui est une solution qui permet de mettre en place des agents. Donc, c'était assez. Alors, c'est pas du tout exhaustif, c'était assez large. On comprenait l'utilisation globale des agents. Ensuite, comment c'est fait dans le détail, je n'ai pas d'informations. Donc, j'imagine qu'on donnera les liens associés Ouais. pour l'épisode du podcast. True AI, Euh, il y avait aussi, il y a LangChain aussi qui propose ces solutions avec des agents aussi. et Euh, là, c'est un grand sujet. Là, on rentre dans quelque chose qui nous fait se poser plein de questions, en fait. LangChain, LangChain, langue étoile, parce qu'en fait, il y avait du lang partout. LangChain, LangGraph, LangSmith. Euh, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on donne, on va donner peut-être un peu plus de détails sur LangChain. Donc déjà, LangChain, ça a beaucoup changé. Si vous vous rendez sur le site web de LangChain, c'est plus du tout la même chose qu'au début. LangChain, il propose trois outils. Donc, comme Pierre, tu l'as dit, il y a LangChain qui est un peu la boîte à outils pour LLM avec un niveau d'abstraction. Et c'est un des sujets phares. On a LangGraph qui permet de mettre en place du graph knowledge, donc la connaissance en graph, qui permet de faciliter la compréhension, surtout pour les agents. Donc ouais. c'est une méthodologie d'apprentissage un peu plus propre, ça fait ses preuves en termes de papier. Et on a Landsmith. Donc, C'était plutôt le côté un peu monitoring finalement de tous tes ouais, appels LLM de manière assez graphique. D'ailleurs, tu peux utiliser LangSmith, je crois, sans utiliser LangChain et LangGraph. tout est Tu peux indépendant. et, hein, c'est ça? Tout est indépendant. Ouais, c'est ça. Tout est indépendant. Et ça te permet d'avoir une espèce de monitoring, de listing, de log finalement de tes appels LLM, de pouvoir en rejouer aussi, je crois, rejouer des séquences. Donc, bah, tu vois, pour le côté un peu éval et test, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Mais je te rejoins là où LangChain, il y a un an à peine, c'était une petite librairie. Et aujourd'hui, c'est un écosystème d'outils et presque une plateforme, carrément. Bon, faut voir qu'ils ont levé 36 millions il n'y a pas longtemps Bravo. et ils sont quand même extrêmement, extrêmement présents partout. Et alors, pourquoi c'est un grand sujet, Thomas? Bah, c'est un grand sujet, puisque déjà, Landsmith, juste pour terminer ce point-là, c'est l'outil en tant que tel est fait pour partir en production. Donc, Ouais. c'est-à-dire que dans la tête de LangChain au sens large, on est apte, avec des LLM, à partir en production. On est capable de collaborer, débugger, tester, monitorer. Ouais. Mais justement, ce sujet abstraction, boîte à outils, quand au début c'était uniquement un interfaçage où on avait des use cases qui étaient très à la volée il y a encore un an et demi, Mm. aujourd'hui on rentre dans des cas d'usage vraiment spécifiques et on se rend compte, et après la conférence, moi je suis allé faire mes recherches suite à nos discussions, Pierre, effectivement il y a beaucoup d'entreprises, quand leur spécialité c'est de mettre en place des modélisations avec des LLM, l'on-chain c'est on n'a pas assez de précision en fait, on n'a plus le contrôle sur ce qu'on est en train d'utiliser et c'est aussi ce que tu m'as dit, c'est on contrôle plus trop ce qu'on fait, on peut pas rentrer dans le détail, mais en fait on se rend compte qu'il y a un Launchsmith qui permet de faire des tests, de rentrer plus dans le détail, et en fait naturellement Launchchain ça devient un outil qui devient payant. Mm, mm, mm. Donc ils ont complètement changé de business model, j'imagine, Ouais. et tout ce qui a été fait il y a un an peut potentiellement, j'abuse encore quand je dis ça, être jeté à la poubelle puisque l'écosystème n'est plus utilisé de la même façon. Ouais, c'est moi ce qui me fait peur avec ces outils-là, et ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est que euh, à mon grand âge, je m'aperçois que je, la meilleure ligne de code écrite, c'est celle qui n'est pas écrite. À partir du moment où tu codes une ligne, tu crées de la dette. Et quand on a participé au workshop ou quand on a échangé, etc., on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une espèce de profusion de cornes d'abondance, d'outils,
de solutions qui répondent à moitié à des problèmes, dont les périmètres fonctionnels peuvent se recouper, et on se retrouve avec une espèce de- tu vois, vraiment d'indigestion d'outils sur un écosystème qui n'est pas prêt. Et moi, j'ai envie de dire, d'un point de vue ingénierie logicielle, j'ai envie de faire tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai envie d'être au plus près des modèles, au plus près des API, d'être dans le plus standard du standard du standard, de rien rajouter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un pip install ou un whatever ou un npm ou un node, dès que je commence à installer une librairie, en fait, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Ça m'horripile. Et parce qu'en fait, on oublie ces concepts de keep it simply stupid, de KISS, de don't repeat yourself, les concepts les bons concepts de design pattern. Et pour moi, on est presque des fois sur des anti-patterns et sur de l'over-engineering, sous couvert d'avoir une frénésie et de devoir courir comme tout le monde. Je suis Là, je suis désolé, c'est d'accord. pas parce que tout le monde court qu'on est obligé de courir, en fait. Je suis complètement d'accord. Et en fait, si on reprend l'exemple de LangChain, mais par rapport à n'importe quoi, euh, quand on a commencé à utiliser cette librairie, c'est quand il y a eu cette euphorie sur la GenAI. Donc là, je parle vraiment de GenAI sur les LLM, ChatGPT. Et on se moquait de savoir si c'était une V1, en fait, si c'était déjà une solution stable dans le temps. Et on se rend compte que dès le début, on a commencé à utiliser LangChain face à d'autres concurrents. On s'en est servi, c'était très bien, on a appris beaucoup de choses. Mais en fait, aujourd'hui, on est en train de passer sur un vrai module, une vraie librairie en production. Et ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui ne représente pas ce qu'on a connu hier. Donc on a une sorte de vendor, enfin de lock-in sur ce sujet-là où Hmm. bah, j'ai utilisé cette API, j'ai des connaissances, je peux la mettre sur mon CV, disons, mais ce n'est plus du tout la même chose. Donc je dois un peu tout réapprendre. Et tous mes projets auparavant, bah, ils n'ont plus trop de sens puisque j'aurais pu le faire d'une autre façon. J'ai eu beaucoup d'évolution et c'est peut-être le grand problème de l'intelligence artificielle. En un an, il y a eu des bouleversements équivalents à 5 ou 6 ans dans d'autres domaines. Ouais, ouais, c'est une explosion. C'est une explosion. Si on regarde à l'échelle de l'évolution, on a l'impression qu'en fait, en un quart d'heure, c'est passé le poisson qui sort de l'eau, qui a des nageoires, qui commence à marcher sur Terre et qui est devenu un homme. On a fait à peu près toute cette évolution en 18 mois, quoi, quasi. Bah ouais, tout à fait. Et en fait, ça nous met sur un autre point qui est, on se rend compte que les gros acteurs, donc là je sors un peu de l'on-chain, Ouais, mais les gros acteurs qui sont OpenAI avec ChatGPT, Google avec ses différents modèles, Amazon un peu moins, anthropique. Mistral, bah en fait, Anthropic, on devient hyper dépendant à eux. Et toutes les solutions qu'on a vues, en fait, bah on fait appel à ces API-là. Donc on est bloqué à la fois par l'on-chain, si on va un peu plus dans le détail, et ces API. Et en fait, on n'a plus trop le contrôle, c'est-à-dire on l'a un peu mentionné auparavant, mais si demain une entreprise, alors ça m'étonnerait bien sûr, une entreprise elle ferme ou que le modèle, pour X ou Y raison, il doit s'arrêter puisque bah, il y a eu des audits dessus. Le monde change, les AI Act en est un par exemple. Demain, on peut ne peut-être plus avoir accès à un des modèles. Bah, comment on fait en fait? On a toute une solution mise en production qui dépend de deux choses. Une API, OpenAI par exemple, et de l'on-chain. Hmm. Bah, je trouve ça hyper dangereux. Le niveau de dépendance, il est monstrueux en fait. Ouais. Et le dernier point qu'on avait vu aussi, c'était tout ce qui était génération assistant au coding, etc. Alors moi, euh, il y a trois ou quatre acteurs. C'est vrai, effectivement, il y a GitHub Copilot que tout le monde connaît. Tu as Cursor, qui est en fait un fork de VS Code dans lequel tu peux paramétrer différents appels à différents modèles. Donc tous les grands modèles. Je crois qu'aussi tu peux aussi travailler avec des modèles en local avec Olama ou Lama CPP. Tu as Tab9 et tu as Continuo.dev. C'est à peu près les quatre plus gros dont j'ai entendu parler. Après, je pense que c'est vraiment des questions de goût. Euh, Tous ne permettent pas. Alors ça, c'est quand même assez important parce qu'il y a des boîtes qui disent ouais, mais attends, moi, les datas, moi, mes développeurs, mes datas, c'est de l'or, c'est super secret, j'ai pas envie que ça aille à OpenAI ou ailleurs. Donc, mes développeurs n'utilisent pas d'assistant au coding. Ça, c'est une mauvaise raison parce que aujourd'hui, tu peux utiliser ces assistants au coding avec des modèles locaux et éventuellement même des modèles de petite taille locaux qui tourneraient sur des machines assez récentes qui peuvent quand même malgré tout tourner. Donc je pense que dans un futur assez proche, d'ailleurs moi j'ai pas posé la question aux gars de développeurs de GitHub Copilot lors de la conf, mais bon,
Je sais ce qu'aurait été la réponse, mais depuis qu'ils ont lancé leur truc, ils auraient largement eu le temps, largement eu le temps, et ils auraient pu en tout cas ouvrir et avoir une petite case où tu dis je veux utiliser tel ou tel ou tel modèle. Et pour pouvoir utiliser un modèle sur Hugging Face, etc., etc. Ils auraient pu le faire 10 fois, ils ne l'ont pas fait. Tu peux utiliser que leur modèle à eux sur leur machine, je crois, hein, sauf si je dis des bêtises, mais je trouve que c'est pas terrible. Après, GitHub, c'est Microsoft, enfin, c'est Microsoft. Ouais, Donc, mais il bon, y a ils des vrais ont. enjeux là-dedans. On a eu cette présentation aussi d'Amazon. Je sais pas si tu te rappelles, Amazon Q. Ouais, Amazon Voilà. Q, oui, c'est ça, c'est un nouveau aussi, ouais, nouvel assistant au coding d'Amazon. Ça va être. Alors après, moi, si je codais avec ça, j'aurais quand même l'impression d'avoir Alexa dans VS Code. Ça serait toujours assez C'est la bizarre. même chose. Et finalement, c'est la même chose. Mais on en vient au point suivant. Donc, on a essayé cet outil GitHub Copilot. Je l'avais pas spécialement essayé auparavant. Effectivement, c'est vraiment cool pour faire de la documentation et des tests. Encore une fois, moi, je réfléchis avec mon œil de data scientist et de MLE. Quand on met en production, bon, bah, par exemple, ça va vous conseiller de faire des lignes de code spécifiques selon ce que vous avez commencé à écrire. En autocomplétion, ouais. Et une des réponses de GitHub, enfin des représentants de GitHub, si jamais le résultat était pas bon, c'était bah réessayer. Et moi, je trouve ça complètement fou de dire bah réessayer. C'est tout le problème associé au LLM, c'est qu'on n'a jamais le contrôle. Et on remonte plutôt dans la conversation, Ouais. on n'a jamais le contrôle des outputs. Et en fait, il suffit de retenter l'expérience pour potentiellement avoir de la différence. Soit une meilleure réponse, soit une moins bonne réponse. Ce qui vous semble le plus pertinent. Donc on a vraiment besoin de cet œil humain. Donc déjà, ça remplace personne, ça remplace rien du tout. Ça permet effectivement de gagner en vitesse sur la documentation et les tests. Et on sait ô combien on Ouais. n'est pas spécialement fan de ça. On aimerait faire d'autres choses. Mais voilà, c'est un peu tout le problème. Et il y a cette différence de solution que tu vas présenter à ton business dans ton organisation où là, les enjeux ne sont pas dramatiques, sauf si tu travailles avec la finance, le juridique et tout ça. Et tu as tes solutions que tu vas faire client-facing, donc face à des clients Ouais. qui, eux, vont payer pour ta solution. Ouais. Bah, je trouve ça compliqué quand tu payes 20, 24 dollars, on te dise, bah, ça ne vous va pas, réessayer, et puis peut-être que vous allez trouver quelque chose de plus pertinent. Il y a un second effet avec ces assistants au coding qui est quand même que moi je considère comme étant vraiment très très important. C'est dans des équipes de développement, tu as des gens qui vont être seniors, tu as des gens qui vont être intermédiaires, et puis tu as forcément des gens qui vont être juniors aussi. Je pense que si tu mets ce type d'outil-là dans les mains de ces trois types de populations-là, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est des merveilleux Ouais, outils pour créer de tu as la raison. dette technique. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, ok. c'est-à-dire qu'en fait, comme ils t'auto-complètent, si demain je prends un junior sorti d'école et que je lui mets dans les mains ce truc-là, il va se dire mais c'est génial, hein, je peux tout auto-compléter, ça va plus vite. Il m'écrit du code, il va écrire du code que certains juniors vont prendre comme argent comptant parce que ils n'ont pas le recul nécessaire pour être capable de dire. Parce que des fois, ils te pondent du code qui est absolument stupide, voire faux, Ouais. voire démodé, voire avec des effets de bord ou des trous de sécurité, etc. etc. Là où une personne plus senior, au contraire, ne prendra pas pour argent comptant tout ça, voire saura très bien que dans certains cas, l'IA va te sortir des débilités. Et donc, en fait, moi, je le vois quand même un peu. Ce serait un peu pour moi comme si tu mettais un fusil M16 dans les mains de quelqu'un qui a pas encore fait ses classes et qui rentre dans l'armée, c'est son deuxième jour. Et tu lui mets un Ouais, non, mais t'as M16. raison. T'as raison. Je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand c'était du Python ou du Python, c'était très simple pour moi de l'utiliser. C'était très pertinent. J'allais plus vite. À un moment, on a eu un semblant de lab, d'exercice sur Go. Bah, j'ai jamais fait de Go de ma vie. Ça C'est me là où tu as servait. pleuré. Bah, je voulais partir en criant. Je voulais partir en criant, dire arrêtez tout ça. Et en fait, ça me servait à rien parce que je ne comprenais pas ce que ça complétait. Je ne comprenais pas comment on faisait tourner le code, qu'il manquait quelque chose que je ne connaissais pas. Et en fait, non. Là, j'étais complètement. C'était même pas junior, c'était nourrisson sur ce domaine-là. Bah, ça me sert à rien. Je crois qu'il Et faut il prendre y a. conscience que ce sont, encore une fois, je vais répéter, mais des outils. Et Ouais, en tant que tels, ces outils, il faut en comprendre leurs forces, leurs faiblesses et les risques que ça peut, qu'ils peuvent avoir. Et ces risques induits pour une population de jeunes développeurs, ben, c'est soit d'apprendre du mauvais contenu, soit mettre en dette et de comité parce que tu vas pousser, tu vas faire ta pull request et tu vas faire une review et tu vas te faire éclater parce que tu as copié-collé du code qui n'a pas de sens, quoi.
Mais Ouais, après, après, ouais, 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 pour les tests t'as et la raison. documentation, c'est génial. T'as raison. Mais après, il y a des points où, par exemple, je sais pas comment fonctionne un protocole Wi-Fi ou comment ça fonctionne, je sais pas, un ordinateur dans le détail. Pourtant, je sais m'en servir. Est-ce que ça. Alors aujourd'hui, on est un peu dans une transition un peu délicate. Ça se trouve, dans 5 ou 6 ans, bah, ça fonctionnera très bien comme ça, puisqu'on aura toute une suite logique euh, d'exécutables qui nous permettront vraiment d'être pertinents. Actuellement, moi je suis complètement d'accord avec toi. Il faut avoir conscience qu'il faut vraiment bien connaître les bases, sinon on se fait très vite avoir. C'est un peu comme, je crois qu'on en avait parlé, comme on nous disait, utilisez Wikipédia, mais faites attention à ce que vous Ouais, prenez comme information. C'est-à-dire que ouais, Wikipédia, effectivement, c'est utile, il y a beaucoup d'infos très vite. Est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit? Non, il faut revérifier derrière. Il y a tout un travail pour être sûr. de source, Je ouais, pense qu'on peut, etc. ouais, je pense qu'on peut le comparer à ça. Euh, Si on peut un peu conclure sur toute cette partie-là, sur toute cette conférence, donc c'était vraiment pertinent, on a appris vraiment beaucoup de choses. J'ai quand même un petit goût amer sur et après quoi, and so what? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on crée, nous, de la valeur avec tout ce qu'on voit, tout cet écosystème? Bah, je vais la faire très simplement. Comment on gagne de l'argent? C'est-à-dire que, mis à part Google, Amazon, OpenAI, euh, Anthropic, bah, l'on-chain qui lève de l'argent, comment nous, on utilise ces outils-là pour générer vraiment de la valeur? Créer de la J'ai valeur. encore, Ouais. j'ai vraiment ces grands doutes. Je ne sais pas si toi, tu as eu, avec ton expertise, un autre œil, mais moi, là, c'était surtout des outils où je pouvais m'amuser et trop cool. Mais Ouais. est-ce que c'est utile? En Je sais fait, pas. tu as plein de gens qui ont des idées de start-up et qui se disent Ouais. ouah, ça va être génial, tous ces outils, on peut faire des trucs qui sont merveilleux, etc. Mais la plupart du temps, je pense que 95 ou 99% de ces outils peuvent se résumer à un appel à OpenAI avec un bon prompting. Et en fait, on a toujours cette fausse impression de facilité et qu'un produit, ça va se résumer à ça. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'il y a toute la partie amont d'études déjà, y a-t-il un besoin? Quel type de besoin? Quel type de personne, de persona? Comment on va l'intégrer dans notre outil? Euh, comment on va l'intégrer dans notre SI? Une des grandes, le côté UI UX est ultra important aussi, etc. Donc aujourd'hui, on a vu un peu dans le moteur, sous le capot, etc. Et ça paraît séduisant, tout paraît simple, tout paraît beau, et puis surtout, enfin, si on en remet avec l'enthousiasme des Américains où tout est awesome, amazing, etc., tu as quand même vraiment l'impression que demain, foncièrement, les équipes techniques vont devenir, je sais pas, des Terminators ou des surhommes, des surfemmes, et que ça va être génial dans un monde de bisounours. Et en fait, non. La valeur perçue est toujours complexe à démontrer ou à montrer, je trouve. Le chemin pour la réussite de ces projets-là, qu'ils soient agents, RAG, extraction de données, chatbot, etc., reste quand même aujourd'hui frêle et pas si balisé ni éclairé. Je trouve complexe à trouver. Je suis d'accord avec toi. Et puis en vrai, bah, après, c'est peut-être ce que j'ai appris dans mes études en économie, mais de tout temps, en fait, c'est l'allocation optimale des ressources. Et si on a l'impression que des fois, l'AI ou la Gen AI peut remplacer des humains, c'est un peu mon point de conclusion. Ça peut remplacer des humains? Non, ça permet juste de dispatcher le temps d'une autre façon. Ouais. Quand, je donne un exemple très simple. Si on a 5 développeurs et 5 développeurs utilisent 20% de leur temps pour faire des tests, le fait qu'il y ait de la Gen AI, ça ne permet pas de réduire à zéro ce temps-là. Ça permet juste peut-être que ces 5 développeurs passent 100% du temps sur autre chose, mais on a besoin d'une sixième personne qui, lui, va passer 80-90% du temps à évaluer, à tester ces solutions. Mm, Donc c'est un peu ce paradigme de destruction créatrice, je pense qu'on le mm, connaît tous. mm, mm. Effectivement, il faut se mettre à jour sur ces métiers, ça devient nécessaire. Les software engineers, ils ont besoin, ils l'ont toujours voulu, je pense, intégrer l'intelligence artificielle dans leurs outils. Pour autant, on déplace des problèmes en fait. On va gérer d'autres choses, mais on déplace des problèmes et on déplace le temps de travail en fait. Ouais, bien sûr. Et le besoin d'expertise. On déplace le Ouais, il besoin est complètement d'expertise différent aussi, ouais. ailleurs, au niveau des strates de connaissances et de maîtrise, quoi. Euh, Et puis la dernière truc, le dernier truc que je voulais dire, c'est que vu de notre fenêtre de Français ou d'Européens, on pourrait imaginer que les États-Unis ont un train d'avance énorme, etc., sur toutes ces technos et tout. J'ai envie de rassurer nos auditeurs, auditrices. On n'a pas du tout à rougir d'où on en est en France, en Europe, etc. Ils sont pas beaucoup plus avancés que nous. Comme toujours, ils sont
souvent beaucoup plus forts que nous pour s'auto-marketer, s'auto-congratuler, se taper sur l'épaule et avoir des choses qui sont extraordinaires, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, voilà, on est aussi un petit peu mitigé là-dedans, c'est-à-dire que bon, on n'a pas eu un effet waouh phénoménal. Toi et moi, on est tous les deux scientifiques, software, ingénierie, etc. Et bon, on ne nous la fait pas non plus. Et on voulait gratter un petit peu derrière. Donc voilà, on n'est pas en retard. Il n'y a pas besoin de céder au fear of missing out et de se dire oh là là, ils sont trop forts, ils sont devant. Non seulement on n'a pas besoin de les rattraper, mais en fait, on construit des trucs top en France, en Europe et tout ça. Et je pense qu'il faut pas rougir et continuer le bon travail qu'on fait tous. Voilà, que ce soit des boîtes comme Mistral, comme Qtile, il y a plein de boîtes super en France qui sont en train de, même de plus petite taille, qui sont en train de développer des outils géniaux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on a des valeurs et des choses à mettre en avant, et on a des super ingénieurs, hommes ou femmes, et je pense qu'on peut en être fier, on peut continuer là-dessus. On est bien, je pense qu'on est bien. Ouais. Non, sur le terme technique, on n'a rien à envier à personne, mais au niveau mondial, hein, personne n'a rien à envier à personne. Effectivement, ils passent plus de temps en marketing et aussi ils travaillent très fort. Il y a tout un Ah travail ouais, ouais. derrière. Ils testent des nouveautés. En fait, ils testent beaucoup de choses. Est-ce que ça marchera? C'est un grand débat. Mais ils ont le mérite de vraiment tester beaucoup de choses. Il y avait des fois, on voyait des solutions qui faisaient presque la même chose. Bah, ils essayent. Ils sont Il y en a une qui complètement va. décomplexés, tu sais, c'est-à-dire qu'en Ouais. fait, c'est ça aussi le truc. Nous, en France, on C'est ça attend qui est bien pour eux. souvent que ça soit un peu parfait pour lancer un produit, etc. Ouais. Eux, ils s'en foutent. Je crois que c'est un peu en train de changer les mentalités, mais ça met du temps. On a toujours peur de l'échec, nous aussi en France, de se dire qu'est-ce qui se passe si je lance trop tôt, etc. Ben, dans le pire des cas, tu auras des feedbacks d'utilisateurs plus tôt. Et je sais plus c'était quoi cette maxime qui disait mieux vaut lancer que parfait. Et effectivement, si tu attends la perfection, bah, tu lances jamais rien. Et pour ça, ils sont assez décomplexés et ils y vont, quoi. Mais non, ouais, t'as tout à fait raison sur ce point-là. Ben voilà, 50 minutes, on pourrait rester 10 heures, mais bon, on va arrêter là. Surtout, j'espère que vous avez voilà, un bon petit récap. Vous trouverez les vidéos, je pense, qui vont être mises en ligne probablement rapidement de cette AI Engineer World Fair. N'hésitez pas à pinguer Thomas ou à me pinguer si vous voulez continuer, poursuivre cette discussion. Et puis on continuera nos enregistrements de Y'a pas que la data et qu'on vous donne rendez-vous finalement à la rentrée en septembre. On va continuer un peu à enregistrer cet été, mais la mettre aussi un petit peu en sourdine. Et puis on continuera pour la saison 2 de Y'a pas que la data, n'est-ce pas Thomas? Bon, on a un dernier épisode qui va arriver là dans peu de temps. Euh, Ouais. Avant la fin du mois de juillet. Et après, on se retrouve en septembre avec une nouvelle saison, on peut le dire. Merci Thomas, merci à tous. Merci Pierre.